Bonjour à tous, merci de vous être connectés à notre session dédiée à l'e-advocacy. J'ai le plaisir effectivement d'animer avec Marielle, qui est à côté de moi, cette session, en présence surtout avec un très beau témoignage client de la société SPI. Donc bien évidemment, je laisserai Anne et Cécile se présenter à cette occasion. On a quelques slides pour ça. Donc, ce que je vous propose, effectivement, c'est très rapidement de faire un petit tour de table, et puis après on rentrera dans le vif du sujet sur un jeu de questions-réponses. C'est un effet ping-pong entre nous qui avons accompagné SPI dans le déploiement de son programme e-advocacy. SPI, bien évidemment, sur ses réponses, sur comment ils ont perçu et comment ils ont mis en œuvre ce programme au sein de cette très belle société. Puis à la fin, on fera un bref passage sur une déclinaison de ce que peut être l'e-advocacy pour les commerciaux, ce qu'on appelle également le social selling. Donc je vous propose de faire un rapide tour de table. Cécile, je te laisse te présenter, pardon. Oui, bonjour, je suis Cécile Michard, je suis en charge de la communication interne et des contenus corporate pour le groupe SPI. SPI, en quelques mots, c'est le leader européen indépendant des services multitechniques. C'est un groupe international qui compte 45 000 collaborateurs, réalise 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui se concentre sur quatre marchés stratégiques qui sont la Smart City, le bâtiment intelligent, le service aux industries et l'énergie. Je suis Anne Loiseleux, au sein de la direction de la communication aussi de SPI, responsable de la communication digitale et en charge du programme avec Cécile, accompagnée par Vaisseau. Bonjour à tous, Marielle Valin, donc, je suis consultante chez Vaisseau en social media et je travaille avec Anne et Cécile depuis 2019. C'est effectivement en charge de ce compte, sur ce programme. Et donc moi je suis Cyril Fleuret, donc je suis directeur associé et j'accompagne également ce compte en tant que compte manager. Donc très rapidement Vaisseau, nous sommes une agence digitale, on accompagne nos clients sur le customer journal des clients finaux qu'ils peuvent avoir. Donc ça part de l'acquisition, SEO classique, tout ce qui est également lié aux réseaux sociaux, ce qui aujourd'hui nous rassemble. Et puis derrière, de la mise en œuvre de programmes de fidélisation au travers de prestations de partenariat autour du marketing automation. Je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, qui est donc l'employé advocacy. On va faire un bref rappel des fondamentaux de ce qu'est un programme e-advocacy. Je te laisse présenter brièvement ce... Exactement. Alors du coup, oui, on va d'abord voir pourquoi l'employé advocacy, qu'est-ce que c'est finalement. En fait, les collaborateurs d'une entreprise ont toujours été la vitrine d'une marque. Ils sont en front direct avec le client. C'est quelque chose qui a été aussi mis en avant avec les réseaux sociaux. On a notamment Facebook où on a pu ajouter son entreprise, son métier, etc. Et surtout avec l'arrivée de LinkedIn, donc plutôt un réseau professionnel. On a aussi au début avec Viadeo et Twitter le moyen de pouvoir se relier à son entreprise. Dans un autre registre, on va aussi avoir, par exemple avec une entreprise telle que Glassdoor, la possibilité de retrouver des avis, des évaluations sur plusieurs millions, plusieurs centaines d'entreprises. Et c'est quelque chose qui est demandé, il y a une vraie attente dans le fait de savoir ce que vont penser les collaborateurs qui travaillent déjà dans cette entreprise. On a aussi deux chiffres. Donc, le premier, c'est du baromètre de confiance Edelman qui indique qu'à 54%, les gens vont plus faire confiance à l'avis d'un collaborateur que d'un PDG. Un deuxième chiffre que je voulais partager, qui vient de Fleishman Hillard Global Intelligence, qui indique que les consommateurs vont être 3 fois plus susceptibles de faire confiance à une information provenant d'un employé qu'une information provenant d'un PDG. Donc en fait, l'employé advocacy, c'est vraiment une idée assez simple et ingénieuse. C'est de s'appuyer sur la présence des collaborateurs d'une entreprise sur les plateformes sociales pour amplifier la voix et la portée d'une marque et surtout sa visibilité. Donc, on a souhaité partager un exemple qui vient donc d'une simulation qu'on a fait sur Outsuite, qui est un outil de social media, mais aussi avec Amplify, qui est un outil d'employé advocacy, dans lequel on a voulu partager avec vous les possibilités, le potentiel d'un programme d'employé advocacy. Donc en fait, on a pris une petite entreprise qui va avoir une 50aine de collaborateurs
et qui est présent, qui a environ 200 followers sur Twitter et un peu plus de 1200 sur LinkedIn. Donc on se rend compte, quand on regarde le reach de cette entreprise sur ces réseaux sociaux donc de la marque, qu'on arrive à un peu plus de 1000 de reach. Donc le reach, c'est quoi? C'est le nombre de personnes qu'on va toucher, qui vont être impactées par un message qu'on a partagé sur les réseaux sociaux. Avec l'Employee Advocacy, on arrive à plus de 40 000 de reach. Donc on voit qu'il y a vraiment un potentiel, un bénéfice dans la visibilité, dans la voix d'une marque qui va être partagée par les collaborateurs. On va voir maintenant comment on va mettre en place un programme d'Employee Advocacy finalement. Comment est-ce qu'on l'organise dans une entreprise? Donc en fait, l'Employee Advocacy, ça va se dérouler en 4 phases. Donc après, ça va vraiment être adapté au milieu de l'entreprise. Donc on va avoir 4 phases qui vont être développées. La première, ça va être la phase de préparation qui va durer entre 1 à 2 mois et qui va permettre de poser les fondaments d'un programme. Ensuite, on va arriver à une seconde phase qui est la phase de lancement qui, pareil, va être entre 1 à 2 mois, sur laquelle on va créer toute la stratégie d'animation, de contenu, etc. On va arriver ensuite à une phase de déploiement qui, elle, va durer un peu plus longtemps, donc on est vers 4 à 6 mois. Et là, on est sur une phase, en général, c'est la phase de pilote dans laquelle on va tester ce qu'on va mettre en place. Et pour arriver ensuite à une phase d'amplification, donc on va développer le programme avec d'autres personnes à l'intérieur. Cette phase, elle va être en continu. Voilà, donc c'est un peu les phases qu'on a partagées, qu'on a créées, qu'on a mis en place avec SPI. Du coup, Anne, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment aujourd'hui vous en êtes au niveau du programme d'Employee Advocacy? Alors nous, ce programme, on l'a lancé en juin 2019 chez SPI, mais il s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus large. On a lancé en 2018 chez SPI notre stratégie social media, qui visait surtout à optimiser et restructurer un peu notre présence au sens large sur tous nos réseaux sociaux, au niveau du groupe et de toutes nos filiales. Et donc ce programme d'Employee Advocacy, on l'a lancé en juin 2019 et on l'a déployé dans 8 pays, je crois, et oui, ça doit être 8 pays. 8, Cécile, hein, c'est ça? Oui, 8 pays, et on a aujourd'hui un peu moins de 200 ambassadeurs au sein de notre programme, donc on a bien amplifié. On avait d'abord commencé par un pilote, et 100 ambassadeurs, et on est à peu près à 200 aujourd'hui. Un programme qui porte un petit nom, hein, d'ailleurs. Oui, notre programme s'appelle #WeAreSPI. Voilà. Exact. Et bien, justement, on va essayer de rentrer un peu plus en détail dans ce programme. Merci Anne. Déjà, on va voir un peu quels peuvent être les objectifs d'un programme d'Employee Advocacy. Finalement, on dit souvent que c'est un programme qui est gagnant-gagnant parce qu'il y a autant des avantages pour l'entreprise que pour les collaborateurs. Pour n'en citer que quelques-uns, pour l'entreprise, ça va permettre d'humaniser la marque, de crédibiliser la marque aussi, d'améliorer sa confiance, etc. On a vraiment plein d'avantages à utiliser un programme d'Employee Advocacy. Pour le collaborateur, ça va lui permettre de se faire connaître et reconnaître comme un expert, mais aussi ça va lui permettre d'améliorer par exemple son personal branding. Est-ce que, du coup chez SPI, est-ce que vous aviez des objectifs déjà prédéfinis et surtout est-ce qu'ils ont évolué finalement au cours du programme? Alors, les objectifs du programme d'Employee Advocacy, ils étaient vraiment liés à ceux de notre stratégie social media, donc avec un objectif prioritaire qui est la visibilité de la marque. On souhaitait à travers ce programme pouvoir capitaliser sur la portée de nos collaborateurs pour donner encore plus de visibilité à SPI, pouvoir partager davantage de contenu sur nos expertises, faire connaître nos métiers avec aussi des enjeux de recrutement qui sont assez importants dans le groupe et dans nos filiales. Et puis après, on avait des enjeux secondaires liés à la transformation digitale du groupe où on voulait que nos collaborateurs puissent s'acculturer davantage aux réseaux sociaux, mieux savoir les utiliser, bien sûr des enjeux de fierté d'appartenance au groupe, puisque quand je partage du contenu et que je suis ambassadeur de la société vers l'externe, je suis aussi plus engagée vis-à-vis de mon entreprise. Et ces objectifs restent les mêmes là aujourd'hui, 2 ans après le lancement du programme. Ok, merci Cécile. Ensuite, on va avoir différents éléments qu'il va falloir travailler.
Les deux principaux au niveau d'un programme d'employé advocacy, ça va être l'outil. Il est tout à fait possible de monter, de mettre en place un programme d'employé advocacy sans outil. Maintenant, on recommande vraiment l'utilisation parce qu'on observe un gain de temps considérable dans la mise à disposition des contenus aux différents ambassadeurs, dans la relation qu'on va pouvoir créer aussi avec les ambassadeurs. C'est vraiment quelque chose qui est important. Le second élément, qui va être finalement la base d'un programme d'employé advocacy, c'est les ambassadeurs. Il faut bien les choisir pour qu'ils puissent, de un, répondre aux objectifs, mais surtout pour pouvoir les garder actifs dans ce programme d'employé advocacy. Donc il y a plusieurs points à prendre en compte dans le choix de ces ambassadeurs. Le plus important, ça va être leur motivation, puisque du coup, c'est un programme qui est amené à être pérenne dans le temps, donc il faut vraiment qu'ils puissent rester actifs, donc la motivation est vraiment très importante. Le second point, c'est qu'il faut que le profil des ambassadeurs représente l'entreprise, donc il faut qu'ils soient de niveaux hiérarchiques différents, de métiers différents, de maturité sur les réseaux sociaux différents. Enfin, ce qu'on conseille, c'est vraiment d'apprendre à connaître les ambassadeurs, connaître qui ils sont, ce qu'ils aiment, quelles sont leurs craintes potentiellement, quelles sont leurs maturités et surtout ce qu'ils vont attendre d'un programme d'employé advocacy. Par exemple, nous, on organise des questionnaires pour pouvoir connaître leurs avis sur différentes thématiques et derrière, ça va nous aider pour organiser les sessions de formation pour répondre vraiment à leurs attentes. Est-ce que, du coup, chez SPI, vous utilisez un outil? Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaitez recommander, que vous recommandez dans... Ah oui, oui, très, très clairement pour nous, le choix d'un outil, c'était essentiel et primordial pour lancer ce programme. Alors chez SPI, on utilisait déjà Outsuite parce qu'on l'avait déployé quelques années avant au sein du groupe et des filiales pour gérer nos réseaux sociaux et notre calendrier éditorial. Donc, naturellement, j'ai envie de dire, on a choisi Amplify qui fait partie d'Outsuite, mais sincèrement, c'est très très pratique comme outil. Et se lancer dans un programme sans outil me paraît compliqué. L'outil permet vraiment de programmer, de piloter et surtout de mesurer l'efficacité du programme et permet aux ambassadeurs de partager le contenu. Enfin, les administrateurs peuvent mettre à disposition les posts de façon très simple, et les ambassadeurs peuvent les partager en un clic. Donc c'est une prise en main très simple mais essentielle. Tout à fait, et on le voit, on peut aussi travailler ensemble Exactement. Sur l'outil. On peut être plusieurs à utiliser, programmer, proposer. D'ailleurs, nous, on a des relais dans nos pays, donc on s'appuie sur notre réseau de correspondants étrangers. Donc ils ont aussi la main sur l'outil et peuvent proposer de façon très locale des contenus sur mesure à leurs ambassadeurs. Oui, donc il y a vraiment un avantage. Et d'ailleurs, dans les retours que nous avons de nos ambassadeurs, c'est vrai qu'avoir un outil qui permet de programmer, qui permet d'accéder à tous les contenus sur une application, c'est quelque chose qu'ils jugent très positif et qui facilite leur engagement sur les réseaux sociaux. Ouais, donc oui, c'est vraiment utile. On parlait aussi des ambassadeurs. On sait que du coup, vous en avez environ 200 aujourd'hui. Comment est-ce que vous les avez choisis au début du programme et surtout, comment vous les avez accompagnés tout au long du programme? Alors pour nous, c'était vraiment très important que nos ambassadeurs s'engagent et soient volontaires pour faire partie du programme. Et ça s'est confirmé après le pilote. Les personnes qui font acte de candidature sont plus présentes, plus engagées et partagent plus de contenu sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça on est parti d'une liste qu'on a constituée sur la base de personnes qui sont déjà assez présentes sur les réseaux sociaux, des métiers qui sont beaucoup en contact avec l'externe, comme les personnes du développement commercial, les personnes des RH, du marketing. Et en fait, on a envoyé à cette liste qui représentait à peu près 300 personnes dans toutes nos filiales, dans les différents pays du groupe, on leur a envoyé un questionnaire où on leur a proposé de devenir ambassadeurs sur les réseaux sociaux et de rejoindre le programme #WeAreSPI. Et dans ce questionnaire, on en a profité pour leur poser quelques questions pour en savoir un peu plus sur leur pratique des réseaux sociaux, savoir
quel type de contenu ils voulaient poster, combien ils en postent aujourd'hui, et quelles sont leurs craintes, quels freins ils peuvent identifier par rapport à la participation à ce type de programme. Et ça nous a permis, avec votre aide, avec Vaisseau, de vraiment constituer des formations et une approche du programme adaptée à leurs besoins et à leurs demandes. Et ces formations ont été appréciées de nos ambassadeurs. Oui, on a eu des bons retours. Oui, c'est vrai. On va... Excuse-moi juste, pour ceux et celles qui nous suivent, n'hésitez pas à poser les questions plutôt à la fin. On se fera un grand plaisir, que ce soit adressé à ASPI ou à nous-mêmes Vaisseau. On se fera un plaisir de répondre dans la continuité. Merci Cyril. On va maintenant voir une autre partie qui est très importante pour un programme d'employé advocacy. Ça va être toute la partie création de contenu et animation des communautés. Une fois qu'on va avoir du coup choisi les objectifs, paramétré l'outil, formé les ambassadeurs, il va être temps d'animer le programme. Donc il va falloir leur proposer du contenu de manière assez régulière pour qu'ils aient matière à partager sur les réseaux sociaux. On voulait vous proposer quelques questions à se poser dans la mise en place de cette stratégie de contenu. La première, ça va être, bien sûr, quel type de contenu vous souhaitez que les ambassadeurs partagent, quelles sont les thématiques que vous souhaitez aborder et enfin, à quelle fréquence vous souhaitez mettre à disposition tous ces contenus. La deuxième partie, ça va être sur l'animation de la communauté. On le sait, pour que les ambassadeurs restent actifs dans le programme et continuent à partager des contenus, il va bien évidemment falloir qu'on ait un certain échange qui se crée avec cette communauté, donc on va les accompagner. Chez SPI, du coup, on a eu cette partie-là. Comment est-ce que du coup vous avez organisé les contenus? Exactement. En fait, chez SPI, on a catégorisé, on a deux typologies de contenus. On a à la fois des contenus qui sont directement liés à la marque SPI, donc nos expertises, nos valeurs, notre actualité. Et on a aussi des contenus qu'on dit des contenus de veille, des contenus de curation, qui sont issus de la veille que vous faites aussi avec nous sur ce programme. Des contenus qui ne sont pas liés à la marque SPI directement, mais qui sont très proches de nos centres d'intérêt, de nos activités, de nos métiers, et qui sont aussi des thématiques que nous ont fait remonter nos ambassadeurs. Donc c'est très proche de leur centre d'intérêt, mais pas directement lié à la marque. Donc on a ces deux typologies de contenus que nous proposons à nos ambassadeurs. Alors nous, on propose des contenus dans 4 langues dans notre programme. On les pousse donc dans des contenus à la fois SPI et des contenus de curation. On met des contenus 2 fois par semaine à disposition de nos ambassadeurs. Et on donne une durée de vie, j'ai envie de dire une date d'expiration des contenus, on les laisse disponibles dans l'application 2 semaines. Parce que comme ça, on s'est rendu compte que c'est plus facile pour les ambassadeurs de retrouver les contenus dans l'application. On met à disposition des contenus toujours récents, très variés. On essaye de varier les thématiques à chaque fois et ainsi on satisfait à peu près toutes nos typologies d'ambassadeurs en fait. Et effectivement, tu le soulignais, Marielle, c'est important aussi de garder le lien avec les ambassadeurs tout au long du programme, pas seulement l'adoption et la formation de départ. Et c'est vrai que chaque fois qu'on met du contenu à disposition, on a un groupe Teams et on alerte nos ambassadeurs sur le fait que de nouveaux contenus sont disponibles, donc ce qui leur permet d'avoir une petite piqûre de rappel. Et puis, on leur envoie régulièrement, une fois par mois à peu près, une newsletter qui a plutôt pour vocation de leur donner des conseils sur l'utilisation des réseaux sociaux. Et dans ces newsletters, on valorise en fait nos ambassadeurs et on leur... par exemple, ça peut être sur une thématique comme l'engagement. Donc, comment je fais pour engager ma communauté? Et on va choisir un ambassadeur qui a un engagement fort et on lui propose, via une interview, de donner des conseils aux autres et de partager des bonnes pratiques via cette newsletter. Et via Teams, on est aussi très à l'écoute de ce qu'ils nous disent et parfois on essaye de satisfaire leur envie de retrouver des contenus sur des thématiques qu'ils jugent peu ou pas assez couvertes. Donc ça nous challenge aussi un peu pour trouver des contenus sur des thématiques qui leur sont proches. Oui, effectivement,
On a pas mal de retours sur les contenus. En fait, il faut vraiment être à l'écoute des ambassadeurs. On leur a toujours dit dès le départ que ce programme était le leur et que donc on fait en sorte qu'ils s'y retrouvent en fait. Exactement. Merci Anne. On va passer maintenant sur la partie de mesure du succès, parce qu'on monte un programme pour des objectifs, pour une marque bien précise. Il va évidemment falloir les suivre. Alors comment est-ce qu'on va les suivre? On va pouvoir par exemple avoir des reportings mensuels ou annuels qui vont permettre tout au long du programme de suivre les résultats. On va par exemple parler de combien de partages ont été réalisés par les ambassadeurs, combien de personnes ont été impactées par ces messages, quel est le reach. Chez SPI aujourd'hui, quels sont les KPI que vous aviez choisis et surtout pourquoi? Et finalement, est-ce qu'aujourd'hui vous avez les retours qui étaient espérés? Ah oui, tout à fait. Alors on s'était accordé en fait à choisir des KPIs qui soient en lien avec nos objectifs directs de ce programme, donc ceux dont on a parlé au départ, que ce soit la visibilité, la notoriété de la marque ou le recrutement, la valorisation de nos expertises. Et on est parti avec vous sur une base de reporting mensuel et avec un temps à chaque fin d'année, donc là on en a eu 2 depuis le début du programme, pour se poser sur la durée de l'année et voir sur l'année les ajustements qu'on pourrait apporter au programme. C'est un programme qui est vivant en fait, donc, mais chaque mois on est capable de mesurer, donc on a des KPIs qui sont à la fois internes et externes. Interne, on va mesurer plutôt le taux d'adoption des ambassadeurs, leur utilisation de la plateforme, l'engagement des collaborateurs, s'ils ont des soucis ou pas. Donc on peut aussi les accompagner via cette mesure, le nombre de partages qu'ils font. Et en externe, ça va plutôt être des KPIs notamment le trafic que ça nous génère sur le site web, ou la visibilité de la marque avec le reach qu'on mesure et la portée des messages. Donc on a à la fois des KPIs internes et externes. Je dois dire que les résultats du programme ont largement dépassé les objectifs qu'on s'était fixés, en tout cas les calculs en termes de portée qu'on avait pu faire en amont, parce que le nombre de partages des ambassadeurs est très important. C'est vrai. Exactement. Ouais. Et du coup, ce reporting, il nous sert aussi à toutes les optimisations qu'on va pouvoir faire, parce qu'on a évidemment les retours des ambassadeurs, mais aussi... Oui, parce qu'on mesure aussi, on se rend compte à travers ce reporting des thématiques qui fonctionnent le mieux, des manques qu'on peut avoir aussi. Donc effectivement, on ajuste sans arrêt. Chaque mois, on ajuste, on se questionne et on a ouvert de nouvelles thématiques, fermé d'autres, restructuré. Donc c'est une bonne vigie. On adapte en fait. Pour la communication, pour le département de communication, c'est également une bonne vigie pour produire des contenus au sens large. Ah oui, oui. Vu la portée, aujourd'hui, la mesure, c'est quelque chose d'essentiel dans tout ce qu'on met en place de toute façon. Oui, effectivement. Ensuite, on est arrivé, donc on l'a dit, on a amplifié le programme chez SPI. Alors, amplifier le programme, c'est quoi finalement? C'est élargir le cercle d'ambassadeurs, la communauté des ambassadeurs au sein d'un programme d'employé advocacy. Donc, c'est les intégrer, les former, les accompagner de la même manière qu'on a pu faire, mais avec un groupe un peu plus large. Et aussi, on va continuer toute cette partie de création de contenu qu'on a pu faire, d'accompagnement des ambassadeurs. Comment chez SPI s'est passée l'amplification? Parce qu'on est déjà dans une phase avancée. On est dans la deuxième phase, donc la phase d'amplification, sachant qu'on était parti au départ avec un pilote en juin 2019 avec 100 personnes, 100 ambassadeurs. Là, aujourd'hui, notre objectif dans la deuxième phase, c'est d'arriver à 200. Donc, on a quasiment atteint cet objectif. On a, par rapport à ce nombre de licences définies, puisque avec Amplify, il y a des licences, on a réparti ce nombre de licences en fonction, dans nos différentes filiales, en fonction du poids relatif en fait, des différentes filiales, et on leur a proposé du coup ces licences. Et aujourd'hui, la phase suivante vers laquelle on tend, c'est ce qu'on appelle une décentralisation du programme. Et donc on souhaite en fait que nos différents pays puissent prendre en main et développer leur propre programme d'employee advocacy. C'est quelque chose qui est à l'étude, notamment en Allemagne, où le programme d'employee advocacy est très dynamique. Effectivement, mais il est toujours rattaché au groupe pour qu'on ait quand même
Oui, en fait, la mesure se fait au niveau du groupe, mais c'est vrai qu'on permet, par exemple, à nos correspondants, enfin, au réseau communication en Allemagne, de poster du contenu en allemand, enfin, leur propre contenu sur des fils en allemand, d'administrer leur propre contenu. Et ils font aussi leur formation auprès des ambassadeurs en allemand, parce que ça favorise l'adoption de le faire ainsi. Effectivement. Bon, du coup, on est vraiment toujours dans une phase d'amplification. Merci beaucoup pour votre intervention. C'était super intéressant. Oui, tout à fait. Là, en gros, même dans le détail, on a pas mal avancé et décrit ce qu'était un programme d'e-advocacy. Aujourd'hui, le choix des ambassadeurs sont liés à différents critères, aujourd'hui propres à SPI, mais effectivement, pas mal d'entreprises prennent aussi comme ambassadeurs des commerciaux, les personnes qui sont frontales avec les clients ou les prospects, des avant-ventes, des techniciens, etc. Et on s'aperçoit que finalement, en plus, avec la situation pandémie du Covid, qu'il est de plus en plus difficile pour les commerciaux d'accéder à leurs clients, parce que tout simplement, ils ne peuvent pas les appeler au bureau puisqu'ils ne sont plus au bureau. Les réseaux sociaux sont devenus, notamment LinkedIn pour les professionnels, pour le B2B, devenu un axe l'axe préféré pour échanger avec ses prospects et ses clients. Et de facto, on peut se dire, mais pourquoi ne pas s'appuyer sur une organisation qui a déjà été mise en œuvre dans le cadre d'un programme d'advocacy. Et quand je dis l'organisation, c'est ce qu'on a vu, un comité de pilotage, une usine à contenu, un outil pour déployer, des KPI qui ont été identifiés. Donc finalement, il suffit juste peut-être finalement d'adapter ce contenu, parce qu'au final, l'organisation est sensiblement la même, voire exactement la même pour du e-advocacy. Par contre, deux choses diffèrent quand même légèrement. C'est le contenu, qui est moins corporate, qui est plus activable. Je préciserai ça un petit peu plus tard. Et puis également les KPI, puisque là, on va dans des KPI qui vont un petit peu plus qui vont plus loin dans l'opérationnalité, puisque là, on va plutôt demander des rendez-vous, des présences à des webinaires, ce genre de choses. Donc effectivement, un programme d'advocacy, on peut très rapidement le décliner pour les commerciaux, qui est une force de frappe aussi importante vis-à-vis de la communication, puisqu'ils sont en général en grand nombre. Et derrière, voilà, il y a un travail de déclinaison de ce contenu sur des webinaires, du livre blanc, des choses qui permettent d'aller driver cette audience réseaux sociaux vers le site web, vers des formulaires d'acquisition pour derrière que les commerciaux puissent travailler. Donc notre souhait aujourd'hui, bien évidemment, c'était d'écouter le retour d'expérience de SPI, qui est très intéressant, mais aussi d'expliquer, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui de SPI, mais qu'il est possible, tout simplement, de décliner ce programme à destination des commerciaux avec quelque chose de plus ciblé et de plus adapté. En tout cas, j'espère que cette session vous a tous plu. N'hésitez surtout pas à nous poser des questions dès maintenant, puisque nous sommes arrivés à la fin de notre session. Donc posez-nous les questions, nous aurons grand plaisir à vous répondre, que ce soit à Anne ou à Cécile, ou à nous-mêmes. On fera tout aussi pour répondre dans les meilleures dispositions. Merci à vous tous. Merci. Merci.